Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le lancement de la boîte à outils des services intégrés de Laval. Je me présente, je suis Caroline Boucher-Fournier, sexologue et coordonnatrice des services intégrés à la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par ma collègue Geneviève Dionne, qui est travailleuse sociale et qui est directrice de la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval également, qui va co-animer avec moi la présentation aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, pour débuter la rencontre, on souhaite procéder à une reconnaissance territoriale. Donc, on reconnaît que les activités qui sont réalisées dans le cadre du projet des services intégrés du district judiciaire de Laval, dont la rencontre d'aujourd'hui, prennent place sur le territoire traditionnel et non cédé des nations Gadian, Garaka et Anishinaabe. Aussi, il y en a possiblement là, qui viennent de d'autres lieux en ce moment qui font le webinaire à partir de d'autres endroits. Donc, on reconnaît aussi qu'il y a d'autres personnes là, qui peuvent se trouver sur d'autres territoires non cédés là, par d'autres nations autochtones à travers ces territoires-là. On reconnaît aussi les effets persistants de la colonisation et on honore la résilience, les savoirs et la présence continue des communautés autochtones qui maintiennent leurs liens avec ces territoires. Pour le plan de la séance, tout d'abord, il va y avoir une membre à qui on va donner la parole du comité qui a été impliqué dans le groupe de travail, qui nous permet d'être ici aujourd'hui, qui va pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Ensuite, on va prendre un moment pour présenter concrètement c'est quoi les services intégrés, puis comment ils se sont organisés sur le territoire à Laval. Ensuite, on va présenter les outils et comme je disais tantôt, on a une période de questions à la fin qu'on a réservée. Je vais céder la parole à ma collègue Cynthia Lafleur, qui est APPR et responsable des dossiers en violence conjugale et en violence sexuelle au CIS de Laval pour vous souhaiter la bienvenue. Je vais Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Cynthia Lafleur. J'utilise le pronom elle. J'occupe les fonctions de personnes ressources en violence conjugale et sexuelle au CIS de Laval. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour souligner le lancement de la boîte à outils. C'est un levier concret pour renforcer nos pratiques et notre capacité d'agir collective, à mon avis. J'ai eu le privilège, le plaisir même de partager des moments avec le groupe de travail sur les trajectoires dans le cadre du CLIS. Ce que je retiens avant toute cette expérience, c'est la force du partenariat à Laval. Les acteurs issus de milieux diversifiés ont choisi de prendre du temps, malgré des horaires toujours très chargés, pour réfléchir ensemble aux trajectoires des personnes victimes, survivantes ou autrices de violences. Les échanges, évidemment, n'ont pas toujours été faciles, mais à mon avis, c'est dans ces moments-là que se construit la confiance mutuelle entre partenaires. C'est une confiance qui permet de s'écouter, de mieux se comprendre, de nommer les enjeux, mais surtout de bâtir les ponts entre nos pratiques et nos partenariats. Parce que le travail intersectoriel, quand on y accorde du temps, ça peut vraiment transformer concrètement les pratiques au bénéfice des personnes qu'on accompagne, évidemment. Puis ça, j'y crois vraiment profondément. Donc, je tiens aussi à souligner en fait la contribution essentielle de la table de concertation violence conjugale, agression sexuelle de Laval, donc la TCVCASL, dont la coordination, l'animation a été vraiment déterminante pour ce beau projet de trousse d'outils, en fait. Leur capacité à mobiliser les partenaires, à structurer les échanges et à maintenir le cap sur nos objectifs parce que des fois, on a une petite tendance à s'éloigner. Ça a permis en fait de traduire les réflexions en résultats tangibles qu'on vous présente aujourd'hui qui vont être présentés dans le webinaire. Donc aujourd'hui, cette trousse, c'est bien plus qu'un simple ensemble d'outils. Ça reflète de façon éloquente l'engagement à travailler de façon concertée, à renforcer les liens, à soutenir nos pratiques de façon mieux arrimée. Parce qu'au-delà des moyens qu'on développe, ce qu'on construit, c'est un filet de sécurité qui est plus solide autour des personnes qu'on rencontre. Puis ultimement, le souhait partagé de tous les partenaires, je pense, c'est que ce soit la clientèle, les gens qu'on rencontre, les personnes qui en ressentent les impacts. Donc, merci et bon lancement à tous et à toutes. Merci Merci. beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Geneviève, comme c'est elle qui a été la première coordonnatrice des services intégrés à Laval. Merci beaucoup. Donc, je me lance. On vous présente d'abord une ligne du temps pour situer là, temporellement le tout.
On propose ici de commencer vers 2017, mais en réalité, ça a commencé quelques années auparavant. Il y a eu plusieurs milieux à travers le monde qui se sont soulevés avec justement un point culminant en 2017 où le mouvement #moi aussi ou #MeToo va être représenté parmi pas seulement des militants qui sont déjà habitués de militer dans les rues, mais vraiment des citoyens et citoyennes, l'ensemble des populations, intervenants, intervenantes, experts de vécu aussi, qui vont vraiment descendre dans les rues partout sur la planète pour crier haut et fort leur ras-le-bol que ce soit compliqué d'accéder aux services dont on a besoin, ras-le-bol d'avoir accès à une justice qui est satisfaisante dans les démarches. Ils vont mettre le mouvement le mouvement planétaire va aussi mettre la lumière sur l'ampleur des violences sexuelles et conjugales et aussi sur la banalisation autant des violences que du traitement des personnes victimes et survivantes. C'est le point de départ. Comme je disais, c'est planétaire, donc le Québec s'en sort pas. Lui aussi doit s'intéresser à cette question-là, non seulement parce qu'il y a du monde qui se soulève partout sur la planète, mais il y a des gens aussi qui se soulèvent au Québec. Donc, en 2019, il y a un grand chantier de transformation qui va se mettre en œuvre pour aboutir en 2020 avec le rapport Rebâtir la confiance qui fait l'état des lieux, en fait, des vécus des personnes victimes survivantes de violences sexuelles, violences conjugales. Assez rapidement ensuite, le gouvernement du Québec va se saisir du rapport pour produire la stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, contrer la violence conjugale et rebâtir la confiance. Donc, c'est la première fois qu'il y a une stratégie, dans le fond, qui rassemble les deux problématiques, la violence sexuelle et la violence conjugale. Donc, déjà, ça nous donne une idée qu'il y a un vent de changement là, qui s'en vient dans la vision, dans la philosophie, dans les souhaits des différentes actions qui seront posées. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, dans le fond, à travers toutes les actions, là, c'est l'action 18 qui, dans le fond, qui se dédie, là, qui dit qu'il y aura des projets pilotes qui vont se déployer partout au Québec pour mieux intégrer les services, conjointement avec le déploiement du tribunal spécialisé en violences sexuelles, violences conjugales. Donc, les projets pilotes commence par quelques régions, donc 5 régions qui est nommée, un autre 5 régions qui est nommée ensuite en 2022, puis comme ça, là, consécutivement, il va y avoir de plus en plus de régions qui vont voir atterrir chez eux ces initiatives-là. Jusqu'à encore cette semaine ou la semaine dernière, là, il y a eu un dernier district judiciaire qui a encore été nommé, donc 3 ans plus tard, là, donc on voit que ça a été vraiment progressif. Pour ce qui est du district judiciaire de Laval, l'annonce a été faite en 2022, mais concrètement, la coordination d'intégration des services s'installe en janvier 2023. Puis, à ce moment-là, une des premières actions qui est prise, c'est de mettre sur pied le comité local d'intégration des services, dont je vous reparlerai un peu plus tard, et qui nous amène aujourd'hui, là, en 2026, à vous partager un petit bout de ce qui a été concrétisé à travers le comité local, à travers les services intégrés. Donc, la trousse d'outils, ce n'est pas l'intégration des services, c'est vraiment une portion de ce qui a été fait. Puis, on est très fiers de pouvoir partager ça avec vous. Donc, qu'est-ce que c'est l'intégration des services? Dans le rapport Rebâtir la confiance, dans ces 312 pages de ce rapport-là, si vous l'avez lu ou pas lu, on parle tout au long. Donc, tout au long, on parle de l'importation de mieux intégrer les services pour les personnes victimes et survivantes. On dit que tout le monde gagne finalement à se concerter, à collaborer, à travailler ensemble et l'importance en fait de se concerter. Et ça, on vise vraiment tous les acteurs, actrices, tous les secteurs, que ce soit dans le communautaire, le public, le privé, l'institutionnel, la police, les hôpitaux, les écoles, le communautaire, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. C'est vraiment tout le monde qui gagne à mieux intégrer. Pourquoi? Ben, parce que la personne victime ou survivante de violences sexuelles, violences conjugales n'aurait pas à devoir répéter constamment son histoire à chaque fois qu'elle va aller cogner à une porte pour demander de l'aide. Et
De surcroît, elle ne devrait pas avoir à aller cogner à plusieurs portes avant de recevoir de l'aide, ni surtout pas avoir à naviguer dans un système qui est complètement fragmenté. On dit plutôt que c'est le système qui devrait s'organiser autour des besoins de la personne victime et non son contraire. Donc, c'est un grand changement qui est vraiment majeur. Concrètement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'intégration des services, ce n'est pas ajouter des étapes, ce n'est pas non plus ajouter des nouveaux services ni des nouvelles organisations. C'est vraiment une philosophie qui permet d'organiser autrement ce qui existe déjà, c'est de simplifier ce qui existe déjà pour briser les silos, mais aussi éviter les dédoublements et mieux connaître les limites, les mandats, les missions de chacun. Pour les personnes victimes, bien, ça veut dire être mieux desservies, mieux accompagnées. Puis pour vous, pour nous, les intervenants, intervenantes, acteurs, actrices dans les milieux, bien, c'est une façon aussi de ne pas rester seul face parfois à l'impuissance, mais souvent face à des situations qui sont difficiles et auxquelles on ne pourrait pas répondre seul. Alors, on a parlé du quand, on a parlé du quoi. Maintenant, je vous amène au qui. Qui est intéressé? Qui doit s'intéresser? Quelles sont les parties prenantes d'intégration, dans l'intégration des services? Bien, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde a une responsabilité à jouer, tout le monde doit se mobiliser, s'impliquer dans les services intégrés parce que à cause des prévalences, à cause des statistiques, à cause de justement l'ampleur des violences sexuelles et violences conjugales, bien, tôt ou tard, dans notre carrière, on aura un jour une rencontre avec au moins une personne victime ou un proche ou une personne auteur. C'est répandu, la violence sexuelle, violence conjugale. Donc, on doit porter ça à notre conscience puis s'engager, dans le fond, à offrir de meilleurs services aux personnes victimes survivantes. Mais plus spécifiquement, pour nous, dans le district judiciaire de Laval, dès le départ, déjà de prendre connaissance, puis ensuite de prendre conscience que le territoire était dessiné autrement, ça a été peut-être un petit choc au départ, puis certainement beaucoup d'adaptation. Quand on travaille dans les services de santé ou de services sociaux, tant au public qu'au communautaire ou ailleurs, on a l'habitude de diviser les secteurs ou en tout cas les cartes géographiques en régions socio-sanitaires. Donc, par exemple, à Laval, c'est le CIS de Laval, le CIS de Lanaudière, ainsi de suite. Il arrive parfois aussi que des projets sont tenus par les villes. Donc, on va diviser les secteurs par municipalité, parfois par MRC. Mais là, c'était la première fois, en tout cas, pour la table de concertation, certainement pour les membres de la table de concertation aussi, où on dessinait un territoire beaucoup plus large, le district judiciaire de Laval, qui inclut les municipalités, bien sûr, de Laval, mais aussi de Terrebonne, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines. Pourquoi? Parce que les services intégrés sont conjoints avec le déploiement du tribunal spécialisé, donc le tribunal spécialisé qui, lui, se réfère au district judiciaire. Donc, au départ, puis là, je vais parler de mon anecdote parce que c'est moi qui étais coordonnatrice à ce moment-là des services intégrés en janvier 2023. Tu sais, on était comme, OK, cool, la table de concertation, on est déjà super bon, on se parle, on a déjà des gens qui représentent la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre les violences conjugales. On a des gens qui représentent les services aux victimes, les services aux auteurs, mais on s'est dit, ta minute, il nous manque des joueurs autour de la table. Donc, c'est là qu'on a réalisé que il fallait briser le silo aussi territorial. Donc, on a fait plusieurs approches, beaucoup de travail, de représentation, de susciter la mobilisation, dans le fond, des acteurs et actrices qui, eux aussi, de leur bord, disaient hey, nous autres, on est gros dur, on fait une bonne job à Terrebonne, on se parle, Mais là, il fallait voir autrement le territoire. Voilà, donc dans cette diapo-là, il y a comme deux choses importantes, là, la division du territoire qui est peut-être plus technique, mais ce qui est important de retenir, en fait, c'est la réponse à quelles sont les parties prenantes, bien, tout le monde, finalement. Donc, comment ça s'est concrétisé tout ça?
Donc là, je vous présente un peu un portrait global des prochaines diapos, puis on va reprendre après ça quelques-uns de ces concepts-là. Là, puis après ça, c'est promis, j'aurai terminé, puis je pourrai passer la parole à Caroline. Donc, quand il y a eu l'annonce, dans le fond, du déploiement des projets pilotes d'intégration des services, on avait quand même pas beaucoup, mais quelques principes directifs, dans le fond, qui avaient été communiqués, c'est-à-dire. Donc, une des lignes directrices passait par un document qui s'appelle les standards nationaux, qui agit en fait un peu comme un cadre de référence où on nous donnait là, les grandes lignes de ce que doivent être les services intégrés. C'est un document qui a été préparé conjointement par le ministère de la Justice du Québec et à cette époque-là, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je dis l'époque jadis parce que maintenant, c'est Santé Québec là, qui s'occupe du dossier des projets pilotes. Donc, outre les standards nationaux et ces quelques éléments, principes directeurs, on sait, on l'a dit là, plusieurs fois, grâce au rapport Rebâtir, grâce à la stratégie, grâce aux standards nationaux, que la concertation, c'est certainement la clé, ou en tout cas l'une des clés principales pour être capable d'intégrer les services. Puis dans les standards nationaux, dans le discours qui est entretenu par le MGQ, le M3S à cette époque-là, on dit aussi que c'est important d'avoir une couleur locale. Donc, les standards nationaux ont des grandes lignes, des grands principes vertueux, là, on peut pas être contre les standards nationaux, c'est très valable, mais on ne va pas trop loin parce qu'on dit on veut que chacune des régions soit capable de s'approprier le projet, puis soit capable de l'adapter justement aux besoins. On peut s'imaginer qu'une ville cosmopolite comme, mettons, Montréal, Laval, les grandes villes n'ont pas nécessairement les mêmes besoins que des régions qui sont beaucoup plus éloignées, par exemple la Côte-Nord ou même l'Abitibi. Donc, ce souhait-là est très fort, dans le fond, dans les communications pour dire chacune des régions doit s'approprier et faire vivre de façon locale. C'est le bon mot. Un autre grand principe aussi qu'on doit garder en tête, c'est que la personne victime est au cœur de toutes les réflexions, de toutes les actions et de toutes les décisions qu'on doit prendre. Donc, assez rapidement, comme on disait tantôt, on a créé le comité local d'intégration des services qui, à ce moment-là, en fait, rassemblait les directeurs, les directions, les coordinations, les personnes qui avaient quand même un certain pouvoir décisionnel parce que, justement, il fallait décider comment nous, on allait aller de l'avant. Donc, ça a rassemblé autant les gens, comme on disait, de Laval, Terrebonne, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, ce sont des acteurs et actrices qui œuvrent de manière ciblée, de manière spécialisée en violence sexuelle, violence conjugale. Puis, je n'ai pas mentionné tantôt, mais pour nous, quand on parle de violence sexuelle, on inclut l'exploitation sexuelle. Donc, un détail que j'aurais dû peut-être dire plus tôt, mais incluant l'exploitation sexuelle. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit à date, le VSVC, peut-être que si vous m'entendez, que ça m'échappe, l'acronyme VSVC, donc violence sexuelle, violence conjugale. Donc oui, là, on a mis sur place le comité local. Une des premières actions qui a été réalisée, en fait, c'est le plan d'action sur 3 ans. Donc, ça nous a permis justement déjà de s'approprier c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on veut réaliser d'ici 3 ans pour dire que nous, on fait de l'intégration des services ou que nos services sont mieux intégrés. Et puis, oui, là, c'est le moment que je me réfère à mes notes. Donc, voilà. Donc, on le sait, c'est ça, tu sais, que si on voit là, de gauche à droite dans le bas, on le sait que des grands changements, ça demande du temps, ça demande de grands investissements. Donc, c'est ça qui a été fait au départ, beaucoup de présentations à plein d'équipes, plein de milieux, de dire c'est quoi des services intégrés, un peu comme on est en train de faire en ce moment, d'expliquer cette philosophie-là, cette vision-là. Beaucoup d'activités aussi, tu sais, pour mieux faire connaître les services qui existent, pour répondre à certaines inquiétudes des partenaires, des membres qui sont sur le comité local d'intégration des services. Tu sais, par exemple, dès le départ, on se dit, OK, bien là, si on doit briser les silos, on doit faire plus de référencement personnalisé. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, pour la confidentialité ou pour le respect des renseignements personnels confidentiels? Bon, bien, on a préparé une journée professionnelle pour essayer de répondre au mieux de toutes ces préoccupations-là qui émergeaient du comité local d'intégration des services.
Puis, on s'est rendu compte aussi assez rapidement que c'est cool, c'est le fun d'avoir plein d'acteurs autour d'une table pour travailler ensemble, mais que c'est difficile d'avancer puis de travailler concrètement des dossiers à 28 organisations membres, ce qui peut représenter parfois 35-40 individus autour d'une table. Donc, assez rapidement, on s'est dit, ouais, ben peut-être qu'on va devoir voir un peu nos façons de fonctionner. Donc, on a créé des groupes de travail, plusieurs selon les besoins qui émergeaient aussi et selon les objectifs qu'on s'était mis dans notre plan d'action. Puis comme on disait, ben, le comité local, ça réunissait dès le départ plutôt des coordinations, des directions. Donc là, on était tous, après quelques mois, plusieurs discussions, plusieurs présentations, on s'est dit, OK, cool, on adore ça, on adhère, c'est bien beau, on achète ça, nous autres, le principe d'intégration des services. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes intervenants et intervenantes? Tu sais, c'est un grand concept, c'est un grand principe, on est d'accord. Mais concrètement, là, sur le terrain, comment ça se passe? Comment, à Go, là, je fais de l'intégration des services quand je rencontre une personne en service direct? Et c'est là qu'on s'est penché, en fait, sur deux concepts forts, deux approches pour nous permettre de traduire ce que ça devrait être, ou en tout cas un premier levier pour atteindre cette intégration des services. Donc, on a adopté le référencement personnalisé et l'approche du No Wrong Door. Donc, je le mentionne tout de suite, puis on va sûrement le mentionner d'autres fois plus tard, là, mais le No Wrong Door, qui est une expression qu'on a conservée en anglais, dans le fond, là, dans son expression originale anglaise, parce qu'il n'existe pas d'équivalent en français qui était assez satisfaisant. On pourrait maladroitement le traduire comme « toutes les portes sont la bonne » ou « il n'existe pas de mauvaise porte », mais on trouvait que ça ne traduisait pas assez fidèlement l'approche. Donc, voilà, on conserve l'expression en anglais. Donc, comme promis, ça, c'est un première vue globale de comment s'approprier ça. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin là, pour vous expliquer nos réflexions puis notre appropriation. Donc, on a dit que la concertation, c'est certainement une des plus grandes clés d'accès vers l'intégration des services. Encore une fois, la concertation, c'est un super beau concept. Tout le monde en a une idée à peu près c'est quoi de la concertation. C'est du monde assis autour d'une table qui jase. Mais c'est plus complexe que ça, puis ça a des objectifs bien précis. Donc, c'est important aussi de comprendre à quoi ça sert, puis surtout comment faire pour faire de la vraie concertation, pas de la concertation apparente, là, de surface. Donc, il a fallu aussi penser à ça, comment favoriser ça, puis comment y parvenir. Donc, les raisons d'être de la concertation, il y en a plusieurs, mais la plus grande, c'est celle qui est au centre de l'image, dans le bas. Le principe clé, c'est de se dire que plus une situation est complexe, plus elle devrait être intégrée. Pourquoi? Bien, parce que ça serait utopique de penser qu'une seule organisation pourrait répondre à tous les besoins d'une personne survivante ou une personne victime de violences sexuelles ou conjugales. Quand une personne est victime ou survivante de VSVC, oui, c'en est une problématique à part entière, mais il y a d'autres enjeux spécifiques autour de ça. Ça pourrait être des enjeux de logement, ça pourrait être des enjeux économiques, ça pourrait être des enjeux de santé mentale, ça peut être, mon Dieu, les enjeux de statut migratoire, ça pourrait être des enjeux avec l'emploi, la DPJ qui est dans le portrait. On peut voir là, que c'est vraiment, il y a beaucoup d'enjeux là, qui viennent s'accoler en fait à la problématique vécue à travers la violence sexuelle, violence conjugale. Et en raison de notre mandat, notre mission, notre expertise, nos connaissances, on ne pourra pas là, répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Donc, plus il y a d'éléments qui viennent complexifier la situation, plus on devrait intégrer les services, c'est-à-dire se concerter puis amener des acteurs, actrices pour venir répondre de façon satisfaisante à tous les besoins de la personne victime survivante de manière humaine, de manière différenciée et adaptée. Donc,
l'autre chose aussi, c'est qu'on peut se dire que le complément des expériences, des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, bien, une fois qu'on se concerte, tout ça, ça devient exponentiel. Donc, c'est pas 1 plus 1 plus 1, mais c'est vraiment, il y a une synergie qui va se créer, qui va permettre parfois même des brainstorms qu'on n'aurait pas pu réaliser si on était tout seul dans notre coin. Puis pourquoi on fait de la concertation? Bien, exactement pour répondre aux objectifs de l'intégration des services, c'est-à-dire c'est une façon certainement de briser les silos. C'est une façon aussi de créer de la cohérence, de la convergence. C'est une façon de se rappeler que même si on n'est pas dans le même secteur, on n'est pas dans la même organisation, on est tous là pour le même souhait, c'est-à-dire redonner du pouvoir. On est là pour préserver la dignité. On est là pour répondre aux besoins des personnes qui font l'appel. Je vois qu'il y a des réactions. Merci. Oui, voilà. Puis, d'autres objectifs. Bon, je ne vous lirai pas tout ça, puis vous aurez accès de toute façon à la présentation. Mais pourquoi on fait de la concertation? Finalement, c'est pour mieux répondre, tout simplement. Puis là, ben, l'autre question, c'est bien beau, on va revenir, Caro, on est allé, excusez-moi. Donc, on s'est dit, c'est quoi les raisons d'être, c'est quoi les objectifs, mais il y a une autre question qui est importante, c'est comment parvenir. Tu sais, tantôt, je vous disais, on peut parler de concertation apparente ou de surface, mais comment on fait pour arriver à la concertation réelle, profonde, sincère? Bien, ça demande du temps. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pourquoi ça prend du temps? Bien, pour, premièrement, se connaître. Après ça, se reconnaître, hein, de penser à quelqu'un, de dire « Ah oui, c'est vrai, je vais appeler une telle. Parce que si on s'est juste vu une fois ou on ne sait pas que la ressource existe, on ne peut pas y penser, évidemment. Donc, se connaître, se reconnaître, apprendre à se faire confiance, apprendre justement à travailler ces convergences-là, ce qui nous unit. Apprendre aussi à se comprendre. Parce que c'est pas rare que quand on travaille comme ça en concertation, il y a une espèce d'utopie de dire on va se construire ou on va se développer un langage commun. Ben, puis là, ça, c'est mon opinion, là, c'est juste moi, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je pense que c'est une utopie parce que c'est pas vrai que tout d'un coup, tout le monde, on va prendre le même langage tout le temps. Il y a des choses qui sont intrinsèquement liées soit à notre mission, soit à nos valeurs, soit à notre mandat. Mais je pense que c'est important plutôt de viser sur un langage qui est connu, donc connaître les mots d'un secteur et de l'autre secteur. Fait que quand la police parle comme une police, quand le procureur parle comme on parle au DPCP, quand le communautaire ou le CIS commence à nommer tous ces acronymes, c'est pas important que j'adopte ça, mais c'est important que je comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Un, pour ne pas se perdre, mais deux aussi pour comprendre les limites, les frontières et apprendre à négocier tout ça ensemble, ce qui crée également du lien de confiance. Une autre chose aussi qui est importante dans apprendre à se connaître puis apprendre à se comprendre, c'est au-delà de connaître la mission de l'autre, les mandats de l'autre, c'est aussi de comprendre, comme on vient de dire, ses limites. Mais il y a aussi tout le paquet de pratiques silencieuses qui ne sont jamais documentées, mais qui peuvent parfois justement faire la différence dans la différence, là. Donc, tu sais, ça peut arriver, je dis un exemple comme ça. Actuellement, à la table de concertation, il y a une personne, par exemple, qui parle vietnamien. Bien, ça, c'est tributaire de cet individu-là. Donc, sur mon site web, ce n'est pas écrit qu'on offre des services en vietnamien parce que la personne, c'est pas la table, c'est cette personne-là. Mais si parmi mes membres, il y a quelqu'un qui a besoin de parler à quelqu'un qui parle vietnamien, bien, en se concertant, puis je leur dis ça, bien, ils connaissent finalement cette pratique silencieuse-là qui ne sera jamais documentée, mais qui peut faire une différence parce qu'actuellement, il y a une situation urgente, il y a une situation. Donc, c'est un exemple peut-être qui est grossier, mais vous comprenez le principe là, derrière. Ensuite, oui, quand on repense à l'organigramme, tantôt, je vous disais qu'il y avait cette volonté de préserver la couleur locale dans tous les projets pilotes à travers la province. Donc, une des premières choses qui a été faite, ça a été de créer un logo pour représenter les services intégrés. Un, d'abord, parce que les services intégrés ont été installés à la table de concertation, puis on voulait vraiment faire la différence entre ce qui est la concertation de la table de concertation et ce qui est le comité local d'intégration des services qui appartient au projet d'intégration des services. Donc,
dans le fond, dans mes réflexions à ce moment-là, je me suis laissée inspirer par vraiment ce que c'est les services intégrés. Donc, dans l'image du haut, on voit qu'avant #moi aussi, avant rebâtir la confiance, avant l'intégration des services, on dit que les personnes victimes vivent ou vivaient des parcours très linéaires et très seuls, hein, très isolés. Donc, la personne victime doit ou devait entreprendre toutes les actions par elle-même, puis parfois même être refusée. Donc, d'aller cogner à une porte pour demander de l'aide, dire j'ai besoin de XY, puis on lui dit ah non, ici, on ne fait pas ça, appelle à telle place, en lui donnant peut-être un dépliant ou un feuillet ou une carte d'affaires. Puis comme ça, aller cogner à plusieurs portes pour être capable de répondre à tous ses besoins. Puis on peut s'imaginer aussi que les personnes victimes, parfois, elles peuvent se décourager, hein, de se faire dire non 2-3 fois, peut-être que tu n'iras pas plus loin que ça. Puis peut-être même qu'après un non, tu n'iras pas plus loin que ça. Ou même si la personne n'a pas dit non, mais la personne victime a été reçue de façon inhumaine ou irrespectueuse, ça va lui enlever aussi le goût d'aller cogner aux autres portes. Donc, en partant de ce principe-là, puis de l'idée que cette phrase-là qui dit que c'est le système qui devrait s'adapter aux besoins de la personne victime et non l'inverse, qui est dite dans le rapport Rebâtir, on est arrivé avec le logo qui est en dessous. Puis pourquoi je m'attarde sur le logo? Pas tant pour vous dire que j'aime ça travailler avec Canva, mais plus pour que vous compreniez, dans le fond, l'essence même là, d'intégration des services. Donc, on voit vraiment que les ressources sont autour de la personne victime. La personne victime est au cœur de ces processus-là, puis que tout le monde, on se parle. Donc, on n'est pas en linéaire, on n'est pas en silo, on est vraiment dans un système de services. Pour aussi investir dans la couleur locale, on a misé beaucoup sur la convergence. Je donnais l'exemple tantôt entre le langage commun versus le langage connu. Donc, c'est une façon de miser sur la convergence. On a fait aussi, par exemple, des discussions importantes au départ avec le comité local d'intégration des services, à savoir quels seraient les modes de fonctionnement, comment on prend des décisions, est-ce qu'on se rencontre combien de fois par année, en personne ou à distance. Donc, tout ce processus-là qui semble vraiment anodin permet en fait aux gens qui sont ensemble peut-être pour la première, deuxième fois, qui ne se connaissent pas beaucoup, de lever la main, de prendre la parole, d'écouter l'autre. Chacun a le droit d'exprimer son point de vue. Puis, c'est une façon, en fait, de développer cette démocratie-là au sein du comité local qui a été très payant, finalement, parce que rapidement, il y a un climat de confiance qui s'est installé. Puis, je pense que ça a clairement contribué à ça, là, toutes ces étapes préalables. Quoi d'autre vous dire? Les journées professionnelles, donc comme on disait, là, on a voulu organiser, investir dans le soutien, la formation, la transfert de connaissances aussi pour bien répondre à l'ensemble des préoccupations du comité local d'intégration des services. Donc, on voulait vraiment créer quelque chose de très solide à la base pour éventuellement arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis se sortir de notre petit groupuscule, là, puis vraiment parler à toutes les parties prenantes où nous sommes. Enfin, tantôt, je vous disais que c'était difficile de dire, OK, le comité local, on est tous d'accord, on a la même vision, on sait où est-ce qu'on s'en va avec l'intégration des services, mais comment on fait pour atterrir ça sur le terrain? Comment les intervenantes peuvent concrétiser ça? Puis je vous parlais des deux approches, le No Wrong Door et le référencement personnalisé, qui sont très, très proches, là, je dirais intrinsèquement liés. Je peux vous en dire un petit mot, mais je n'irai pas trop loin parce qu'on y revient ensuite dans la présentation des outils. Donc, le No Wrong Door, qu'est-ce que c'est? C'est une posture d'accueil inconditionnel. Donc, c'est de se dire que peu importe qui va venir cogner à ma porte aujourd'hui, je ne vais pas lui dire non, je ne vais pas la refuser, je vais l'accueillir. Puis, peut-être que je ne serai pas en mesure, moi, personnellement, de répondre à ses besoins, mais je vais quand même lui dire, hey, tu es à bonne place. Je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Viens, on va l'appeler ensemble ou on trouvera la meilleure façon qui est adaptée pour que tu puisses accéder aux services dont tu as besoin. Donc, c'est cette idée de ne plus refuser les gens, mais de bien les accueillir, puis ensuite de les rediriger vers les personnes qui détiennent les savoir-faire et expertise.
Donc, pourquoi c'est relié à le référencement personnalisé? Bien, justement, parce qu'une fois que la personne est accueillie chez nous, bien, après ça, on la réfère au bon endroit. Puis encore, le référencement personnalisé, c'est quelque chose qui est très flexible. Hein? On n'opère pas un référencement personnalisé de façon égale avec tout le monde. On doit l'adapter selon le besoin, selon les besoins même, mais aussi selon l'intensité des besoins de la personne à un moment X. Par exemple, puis là, je vais faire une grande généralité. Je sais que ce n'est pas toujours comme ça, mais je pense que mon exemple peut servir. On pourrait prétendre que si une personne victime a subi des violences sexuelles, violences conjugales, mettons, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, versus quelqu'un qui a vécu quelque chose hier, on pourrait prétendre que la personne qui a vécu là, très longtemps, bien, depuis le temps, quand elle vient se présenter à nous aujourd'hui, 20 ans plus tard, bien, elle a peut-être développé des moyens, elle a peut-être même travaillé certains traumas en psychothérapie, avec, par exemple, une ressource en privé. On peut s'imaginer que depuis toutes ces années-là, ça ne veut pas dire, je le sais, je vous le dis, je généralise, mais on pourrait prétendre qu'elle est moins dans un stress aigu que la personne qui aurait vécu l'événement hier. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bien, c'est pour vous exprimer, quand je vous dis qu'il faut adapter le niveau du référencement personnalisé, bien, c'est exactement ça. Par exemple, quelqu'un qui aurait vécu quelque chose hier, qui se trouve en crise, qui n'a peut-être même pas les capacités physiques ou cognitives de passer à l'action, bien, le simple fait de lui dire « Hey, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider avec ton besoin X. Si tu veux, je peux l'appeler pour toi. » Bien, même si on n'est pas dans le faire avec, qu'on est dans le faire pour, ça ne contrevient pas à l'empowerment ou à l'autonomisation de la personne. Parce que l'empowerment à ce moment-là, ou l'autonomisation de la personne à ce moment-là, c'est de lui offrir un choix et c'est elle qui prend la décision de passer à l'action à travers soi. Donc, je prends le temps quand même de m'étendre là-dessus parce que ça a été un des grands enjeux au départ, dire non, nous, on ne fera pas de référencement personnalisé, ça contrevient à la philosophie de l'empowerment. Donc, voilà. Puis si je reviens à mon exemple, ben, quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu quelque chose là, 20-30 ans, qui a déjà travaillé, qui a déjà un sac à dos plein d'outils, ben, peut-être que cette personne-là, on pourrait dire, hey, tu sais, t'es à la bonne place, merci, je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider. Si tu veux, on peut appeler Julie à telle ressource, je la connais bien, elle est super cool, elle va bien t'accueillir. Puis là, ben, on pourrait dire, aimerais-tu qu'on l'appelle ensemble? T'sais? Puis là, ben, encore une fois, on offre des choix différents. T'sais, on le voit bien que cette personne-là, elle n'a pas besoin qu'on fasse pour, elle a plus besoin qu'on fasse avec. Puis c'est parfait aussi. Donc, c'est une façon de différencier les services à faire. Donc, j'espère que je ne me suis pas trop égarée, que j'ai été quand même, somme toute, claire. Donc, c'est un tour de roue qui est quand même rapide en quoi consistent les services intégrés. Comme je vous disais tantôt, si vous aimeriez qu'on aille plus loin avec votre équipe ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter. Puis, ça nous fera plaisir de vous parler d'intégration des services. Donc, là, c'est le grand moment où on arrive à ce quoi qui nous réunit aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Geneviève, de nous avoir présenté les services intégrés et ces concepts-là. Donc, comme disait Geneviève, on arrive maintenant à la présentation de la boîte à outils qui s'adresse à l'ensemble des intervenants et intervenantes qui, à un moment ou à un autre, vont être amenés à rencontrer une personne concernée par les violences conjugales ou sexuelles, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Donc, cette trousse-là, elle a été élaborée en collaboration avec le groupe de travail sur les trajectoires qu'on appelle le GTT, donc l'acronyme que vous voyez ici, et plusieurs autres professionnels du milieu également. Tous les outils qu'on va vous présenter sont évolutifs puis pensés pour être utilisés de manière complémentaire selon différents besoins, contextes. Je vais y revenir dans un instant. La rigueur aussi a vraiment été au cœur de notre démarche. On a entre autres mis un processus de validation en phase test avec différentes organisations pour recevoir leur rétroaction puis bonifier les outils avant de vous les partager aujourd'hui. Puis, chaque outil aussi est accompagné d'un protocole et ou d'une procédure, pardon. On ne vous les présentera pas aujourd'hui, ces protocoles, procédures-là, mais vous allez pouvoir y avoir accès également. Donc, ça facilite l'utilisation par la suite. Voici le premier outil qui a été créé. C'est une vidéo qui présente le concept du No Wrong Door dont Geneviève parlait tantôt.
Donc, cette vidéo-là, elle a été développée pour venir expliquer c'était quoi ce concept-là. Puis une fois qu'on a compris c'est quoi, comment on peut se l'approprier. Au départ, il avait été pensé pour les membres du comité local d'intégration de services, mais l'idée maintenant, c'est vraiment de le faire circuler là, plus largement, puis que toutes les équipes puissent se l'approprier puis l'intégrer dans leur pratique. Pour comprendre le concept du No Wrong Door, imaginons un grand édifice, un lieu où se trouvent tous les organismes qui œuvrent en matière de violence sexuelle ou conjugale. Des ressources pour les personnes victimes, survivantes, pour les personnes auteurs, les proches et aussi pour soutenir les professionnels. On y retrouve les services publics, communautaires et privés, tous rassemblés sous un même toit. Au rez-de-chaussée, on y trouve la réception. Peu importe qui pousse la porte, la personne est accueillie avec bienveillance. On l'écoute, on identifie ses besoins et on lui dit tout simplement « Vous êtes au bon endroit ». On contacte le ou les services concernés. C'est un référencement personnalisé. Le service accepte la demande. Ensemble, ils forment un réseau solide. C'est ça, le No Wrong Door. Quelle que soit la porte qu'on franchit, on est toujours au bon endroit. On trouve quelqu'un pour nous y accueillir, nous écouter et nous orienter. Tout le monde collabore pour que personne ne soit laissé à la mauvaise porte. Dans la pratique, nous ne partageons pas tous le même édifice. Il n'y a pas nécessairement de réceptionniste à l'entrée. Mais quand la concertation est vivante, quand les partenaires se connaissent, se parlent, se font confiance, quand les services sont intégrés, alors le No Wrong Door devient une réalité. Ensemble, nous construisons un réseau où chaque porte peut devenir la bonne. Donc, au niveau de l'utilisation de cet outil-là, on croit que ça peut être intéressant que vous puissiez le visionner en équipe pour développer également une compréhension commune de ce concept-là du No Wrong Door, si vous croyez que ça peut être pertinent puis que votre équipe peut en bénéficier. Donc, le deuxième outil maintenant, c'est un formulaire de consentement au partage d'informations. À la base, ça provenait d'une demande des membres du comité local d'intégration des services qui voulaient avoir un outil commun pour harmoniser les pratiques et faciliter le référencement personnalisé. Donc, comme vous le savez probablement, le consentement verbal, c'est suffisant au partage d'informations entre les organisations. Mais ici, on voulait aller vers quelque chose de plus rigoureux, plus éthique, plus formel. Donc, on peut utiliser ce formulaire-là de deux manières. Soit on peut le compléter en format PDF ou en format Word. Puis, c'est aussi un outil que vous pouvez adapter là, à votre réalité, que ce soit en ajoutant votre logo ou en modifiant la mise en forme. Tout ça, c'est possible. Dans sa version Word, il y a des informations complémentaires qui apparaissent quand on va survoler les zones surlignées en bleu. Ici, c'est quand même en petit, mais comme je disais, vous allez avoir accès à ces outils-là, donc vous allez pouvoir voir ensuite concrètement. Quand, par exemple, là, je survolerai la section « Juste ou signé », je verrai apparaître d'inscrire le nom utilisé par la personne. Donc, à ce moment-là, ça peut venir servir aussi à titre d'aide-mémoire quand je vais venir survoler pour savoir est-ce que j'ai tout inscrit, est-ce que j'oublie quelque chose. Puis, cet outil-là vient aussi avec un protocole, comme on disait tantôt. Donc, si jamais vous avez la version papier avec vous, que vous complétez cette version-là, bien, vous pouvez avoir votre protocole aussi à côté pour venir vous rappeler des informations là, à inscrire dans le formulaire. Puis, finalement, aussi, un autre avantage de cet outil-là, c'est qu'on peut aussi le compléter une seule fois, puis référer à plusieurs organisations la personne qui est devant nous, plutôt que d'utiliser plusieurs formulaires si on croit que la victime pourrait bénéficier de plusieurs services là, de différentes organisations. On arrive maintenant au troisième outil qu'on appelle communément le napperon qui illustre toutes les portes. C'est un outil visuel que le groupe de travail sur les trajectoires a développé en collaboration avec la facilitatrice graphique Marie-Ève Damour de la coop Lilo, on en profite pour la remercier en même temps. Donc, l'idée derrière ça, c'était vraiment de rendre le continuum de services en violence conjugale et sexuelle plus clair, plus parlant, autant pour les intervenants et intervenantes que les victimes. Donc, ce que le napperon permet de voir, c'est toutes les portes d'entrée dans le réseau, mais aussi tous les différents chemins qu'une personne peut prendre selon sa réalité. Donc, Geneviève va vous en parler un petit peu plus en détail dans un instant. Donc, ici, on est dans une logique où on reconnaît qu'il n'y a pas une seule façon de faire et que plusieurs options sont possibles. On peut utiliser cet outil-là comme support à la discussion.
si par exemple, il y a quelqu'un qui se présente à moi puis qui me fait un dévoilement, par exemple, puis qu'elle me dit je ne souhaite pas porter plainte, ben à ce moment-là, ça permet d'aller vers les autres options avec elle, puis voir justement qu'est-ce qu'elle aurait de besoin, cette personne-là. Donc, c'est vraiment un outil qui aide à comprendre tout le champ des possibles, puis orienter de façon plus souple là, la personne qui peut être devant nous. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive là, pour que Geneviève puisse vous en parler plus en détail. Donc, j'aimerais mettre en évidence certains détails qui ne sont pas anodins finalement. Donc, une des premières choses, c'est peut-être que vous remarquez que la personne victime se trouve au centre, se trouve au cœur de l'ensemble des services. Donc, tu sais, on use d'imagination, on peut revoir un peu le logo là, des services intégrés du district judiciaire de Laval avec la personne en son centre et l'ensemble des services là, qui sont autour d'elle. Comme Caroline le dit, ça représente tous les chemins, donc le champ des possibles. Par exemple, on voit que la personne victime survivante là, qui est au cœur est bien accompagnée. Il y a quelqu'un qui lui dit « Gars, aimerais-tu aller vers puis la pointe les services qui sont en jaune? » Mais c'est vraiment la personne victime survivante qui va choisir le chemin qu'elle prendra ou qu'elle ne prendra pas. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a voulu vraiment utiliser des physiques neutres pour être le plus inclusif possible. Donc, pour nous, c'est important de parler de personnes victimes, de personnes auteurs, sans utiliser, dans le fond, de dénominatifs qui seraient liés au genre, à l'expression du genre ou au sexe. Donc, ça, c'était important pour nous. Même chose aussi, on ne voulait pas qu'il y ait de marque ethnoculturelle, là, dans le fond, toutes les personnes. On voulait vraiment représenter toutes les personnes à travers ces petits bonhommes ludiques-là. Une autre chose intéressante aussi, c'est que vous regardez, toutes les portes de chacun des édifices sont ouvertes. Donc, évidemment, c'est un clin d'œil direct au No Wrong Door. Et puis, peut-être que c'est un peu plus subtil, mais il y a plusieurs ponts là, qui sont présents sur le dessin. Donc, pour nous, ça représente justement les maillages, les arrimages, le fait de se parler, même si on n'est pas nécessairement dans le même secteur, on est au courant de ce qui se passe, puis on est au courant de vers qui on peut se diriger. Même chose aussi dans la section en jaune, on a mis un gros téléphone 24/7. C'est pour rappeler qu'il existe des services spécialisés au téléphone 24 heures sur 7, 7 jours sur 7. Donc, autant pour ce qui est du côté des services spécialisés en violence conjugale qu'en violence sexuelle. Quoi d'autre? On a mis aussi des petits bonhommes à l'extérieur, là, près des maisons d'aide et d'hébergement, dans le haut. Peut-être que ça ici, effectivement, c'est très subtil, mais en tout cas, pour nous, on trouvait ça important de se rappeler que les maisons d'aide et d'hébergement offrent des services en externe. Donc, on n'a pas besoin d'être résident d'une maison pour recevoir des services spécialisés en violence sexuelle, violence conjugale. Donc, Caroline l'a évoqué, là, cet outil-là, il a été pensé comme un outil de communication. Nous, dans notre vision, comment l'utiliser, c'est vraiment comme un outil qui permet l'ancrage, qui permet la communication consciente. On peut s'imaginer quelqu'un, tu sais, qui ferait un dévoilement ou qui vient vers nous puis qui nous raconte qu'elle a vu quelque chose puis qui nous dit « Ah non, oublie ça, j'aurais pas dû dire ça, je veux pas aller plus loin, je veux pas porter plainte, je veux pas porter plainte. » Puis là, comme intervenant, tu sais, on peut essayer de dire « Ben non, mais t'es pas obligé de porter plainte, c'est bien correct, mais tu sais, savais-tu que le CAVAC, savais-tu que le centre désigné, savais-tu? » Puis là, on se met à déblatérer, tu sais, un paquet de ressources. Mais la personne qui ne veut pas est peut-être prise dans son discours intérieur, là, dans sa tête, puis fixée sur le fait non, 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 je veux pas aller plus loin. Mais le fait d'avoir quelque chose qui matérialise ce qu'on dit, d'avoir un support visuel, de déposer devant nous, de dire hey, gars, c'est bien correct, tu n'es pas obligé de porter plainte. Bien là, après ça, on s'entend qu'il y a toujours des. Je veux pas que vous me mépreniez, là, mais bon, dans la situation où on n'est pas obligé de porter plainte, bien, on peut juste faire un gros X là, sur la voiture de police, par exemple. Je ne veux pas aller prendre le parcours judiciaire. Pas de problème, mais savais-tu qu'il existe de la justice réparatrice? Savais-tu que ça nous permet vraiment là, de discuter de l'ensemble des services qui existent, puis en fait, de participer à la reprise de pouvoir de la personne en lui disant ce qu'elle veut, puis ce qu'elle ne veut pas, puis tout ce qui existe, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on vous invite
à vous l'approprier, là, soit pour vous comme aide-mémoire de tout ce qui existe, puis c'est quoi les services intégrés, mais aussi comme un outil d'ancrage avec les personnes qui pourraient, par exemple, être peu disponibles pour l'écoute active. Au verso de cette carte-là, on a repris essentiellement là, les mêmes couleurs des différents secteurs sur la carte. Ah, d'ailleurs, Caroline, je peux peut-être aller un petit peu trop vite. Hein, on pourrait montrer là, que les couleurs aussi, c'est pas c'est choisi là, qu'il y ait des couleurs différentes parce qu'on a essayé, ce qui a été très difficile, c'est pas parfait, mais on a essayé de diviser un petit peu par secteur là, les types de services. Donc, en jaune, ce sont vraiment les services spécialisés en violence sexuelle, violence conjugale. Très près de ça, on a tout ce qui est un peu plus médical, mais encore une fois, le centre désigné, c'est une ressource spécialisée, même si elle fait partie du côté plus médical. Donc, ça a été très difficile. Comme je vous dis, c'est imparfait, mais on a tenté de donner un sens là, à l'ensemble de ces services-là. Dans le bas à gauche, donc peut-être plus soit des lignes d'accès, de répertoire ou de services, le 911, le 211, le 811, mais aussi des ressources qui sont très proches, très, 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 très proches de la violence sexuelle, violence conjugale, mais qui ne sont pas nécessairement spécifiques. Tu sais, je pense notamment par exemple, ici, on a mis les centres de crise suicide. Tu sais, c'est pas une mission violence sexuelle, violence conjugale, mais ça peut quand même faire partie du parcours plus souvent qu'on le pense. Même chose, toutes les autres ressources d'aide complémentaires, on les a mis dans un building parce que là, comme tantôt, on se disait, est-ce qu'il y a des enjeux de toutes sortes qui surviennent. Puis, en haut à gauche, là, en bleu mauve, là, tout ce qui est justice judiciaire ou justice alternative. Donc, au verso, comme on disait, on a repris les icônes, les couleurs pour essayer de faire un peu sens aussi avec la façon qu'on a divisé les ressources. Donc, évidemment, si vous le consultez à l'écran là, sur ordinateur, les liens en bleu sont des hyperliens qui vous mènent vers chacun des sites web de ces organisations-là. Si vous l'avez en format papier, bien, vous avez au moins les numéros de téléphone là, pour vous diriger au bon endroit. Et on a laissé aussi en bas un espace qui peut être complété avec la personne. T'sais, encore une fois, si on est devant quelqu'un qui ne veut pas d'aide, qui ne veut rien savoir, elle ne veut pas demander de ressources, ben, on peut tout simplement y annoter notre nom pour dire ben, quand tu te rappelle-moi. Ou dire ah non, moi je ne veux pas aller je sais pas, dans le public pour telle ou telle raison. OK, ben est-ce que tu as un psychologue au privé que tu as déjà consulté? Est-ce que tu veux qu'on le rappelle? Fait que juste le fait d'ouvrir les discussions puis de lui montrer qu'il existe un paquet d'affaires à sa disposition, ben, ça permet justement de matérialiser tout ça. Ça peut être le programme d'aide aux employés, ça peut être le médecin de famille. Donc, l'idée, en fait, c'est de garder le plus possible la personne soutenue puis éviter l'isolement des personnes victimes ou survivantes. Donc, maintenant, on arrive au 4e outil. C'est un guide d'initiation. Puis, l'idée derrière ce guide-là, c'était vraiment de rendre plus concrètes les bonnes pratiques en intégration des services. Donc, cet outil-là, il s'adresse surtout aux intervenantes, intervenants qui ne sont pas spécialisés en violence conjugale ou sexuelle. Donc, on voulait quelque chose de simple, d'accessible pour aider au repérage, à l'accueil des dévoilements, puis au référencement personnalisé. Donc, l'objectif, c'était aussi d'avoir une compréhension commune de c'est quoi les services intégrés, puis pouvoir soutenir aussi là, les milieux de première ligne pour qu'ils se sentent plus à l'aise d'orienter les personnes vers les bonnes ressources. On va donc pouvoir le feuilleter rapidement ensemble. Donc, justement, comme on vous en parle depuis tantôt, c'est quoi les services intégrés, depuis quand, comment, qui, tout ça. Puis, on va venir aller plus en détail dans les concepts fondamentaux, le No Wrong Door, le référencement personnalisé aussi. Puis, on a inséré le lien là, vers la vidéo qu'on vous a présentée un peu plus tôt. Ensuite, on a des sections sur le dévoilement, les bonnes pratiques, comment on peut recevoir un dévoilement. On voit ici croire, 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 croire. Donc, très important de ce côté-là. Puis, également, des gestes à éviter, des paroles à éviter, mais aussi la posture à favoriser. On a mis aussi là, une roue avec différentes thématiques, justement, pour favoriser là, un dévoilement dans la bienveillance, comme il est écrit ici, et avec justement les autres thématiques. Ensuite, on a une section sur le repérage des situations de violence sexuelle conjugale, donc différents signes qui peuvent
justement, là, donc, on peut porter attention. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire. Puis, une section sur la sécurité. Donc, comment on peut faire pour s'assurer de la sécurité de la personne qui est devant nous, puis qui nous fait un dévoilement. Aussi, une section sur la loi de la protection de la jeunesse qu'on a ajoutée juste à droite ici. Une fiche également, synthèse là, sur les attitudes à privilégier, à éviter, autant ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Puis une page de ressources incontournables, autant en matière de violence conjugale qu'en matière de violence sexuelle pour les victimes survivantes ainsi que pour les auteurs tout au bas. Donc, comment justement on peut l'utiliser, soit qu'on peut l'utiliser en entier ou par section aussi. On peut l'utiliser en réunion d'équipe, en formation, mais aussi en intervention, comme par exemple si je reçois un dévoilement, bien, je peux aller me référer là, aux différentes sections du guide ou même à la fiche synthèse. On vous encourage aussi, si ça vous intéresse, à l'accrocher sur un babillard là, pour encourager l'utilisation puis le rendre plus facilement accessible. Pour le 5e outil, maintenant, je présente le portrait des ressources. Cet outil-là visait à documenter les réalités du territoire puis à présenter l'offre de services en matière de violences sexuelles et conjugales sur le territoire de Laval, mais aussi dans le district judiciaire de Laval. Donc, quand on a fait ce portrait des ressources-là, on a fait une démarche de fond pour savoir qui qu'on incluait dans ce portrait-là. Parce que, comme on disait tantôt, on se répète, mais tout le monde qui intervient auprès d'un être humain va être susceptible de rencontrer une victime ou même un auteur là, de violences conjugales ou sexuelles. Donc, notre choix a été de s'arrêter sur des ressources qui interviennent de manière ciblée là, en matière de violence conjugale sexuelle. Mais c'est important pour nous que vous sachiez qu'on valorise le travail qui est fait dans toutes les ressources. Mais comme on voulait pour faire l'ensemble, un autre bottin 2 à 1, on s'est dit qu'il fallait tracer une ligne, puis c'est ça qu'on a fini par faire comme choix. Donc, cet outil-là, il a été élaboré en concertation intersectorielle, puis il permet de mieux connaître les ressources qui sont disponibles, les missions, les populations desservies, les champs d'expertise. Puis tout ça, c'est dans le but de faciliter l'orientation puis le référencement personnalisé là, des personnes victimes, survivantes et auteurs de violences conjugales et sexuelles. Il peut être utilisé de 2 manières. Je vais vous dire ça rapidement avant d'aller vous présenter un petit aperçu. Donc, en fait, il est divisé en 2 sections. La première section, si vous avez besoin d'informations, on vous encourage à la consulter pour mieux comprendre là, les réalités du territoire, comme on disait. Puis, si jamais vous voulez découvrir les ressources qui sont existantes, puis les acteurs clés en violence conjugale sexuelle dans le district judiciaire de Laval, ou si vous avez une personne devant vous que vous cherchez à référer, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la deuxième partie là, comme aide-mémoire ou comme répertoire pour aller plus en détail et s'assurer que la ressource que vous voulez présenter à la personne là, dessert bien cette population-là ou que sa mission ou le tarif correspond bien aussi aux besoins là, de la personne devant vous. Comme aperçu, là, autant de la première section où est-ce qu'on va venir parler des réalités du territoire, le panier de services, entre autres, les objectifs principaux du portrait, on parle de la démarche. Bon, il y a comme une grosse section par rapport à tout ça. Puis, par la suite, dans la deuxième partie, on vient vraiment présenter des fiches. Donc, ici, on a la ressource anxiété, troubles, panique, qui sont en ordre alphabétique. Là, donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez les retrouver. Ici, on a une ressource pour les auteurs. Au cœur de l'île, le bouclier d'Athéna et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est de vous présenter comment on avait fait les fiches, comment on les avait créées. Donc, on retrouve la mission, les services, les populations desservies, numéro de téléphone, site web, la région, les tarifs et tout ça. Puis, s'il y a des informations additionnelles, ils vont se retrouver ici également. Donc, on a créé différents aides-mémoires dans les derniers mois. Donc, ces aides-mémoires-là sont tout le temps dans le but de soutenir une compréhension commune entre les partenaires, puis pouvoir se rappeler justement de certains concepts là, qui sont importants puis qu'on ne veut pas oublier, qu'on veut se référer rapidement. Donc voilà, il y en a plein d'autres qui vont suivre, il y en a d'autres aussi qui sont existants. Ça reste tout évolutif dans le temps également. Donc, ça se peut qu'il y ait des mises à jour qui soient faites pour les aides-mémoires aussi. Donc, l'ensemble des outils a été pensé pour être complémentaires et flexibles. On peut tous les utiliser séparément, mais aussi de manière conjointe là, pour une démarche plus approfondie.
Par exemple, si j'ai quelqu'un devant moi qui fait un dévoilement, je pourrais utiliser le guide d'initiation. À ce moment-là, je pourrais avoir les bonnes pratiques de ce côté-là, comment je peux accueillir dans la bienveillance, par exemple, puis ensuite diriger vers le référencement personnalisé. Je pourrais ensuite ouvrir le napperon avec la personne, voir tous les chemins possibles, les avenues, qu'est-ce qui pourrait correspondre à la personne qui est devant moi. Puis ensuite, utiliser le portrait des ressources pour aller plus en détail, par exemple, avec les ressources qui ont été ciblées, aller voir justement les missions de ces organisations-là, les populations, est-ce que ça correspond vraiment avec la personne, qu'est-ce qu'elle me demande, qu'est-ce qu'elle souhaite. Donc, c'est un petit exemple qu'on peut utiliser, mais en fait, il n'y a pas d'ordre obligatoire. On peut vraiment s'y approprier à notre manière. L'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir une boîte outils qu'on peut piger là, selon nos besoins. Donc, on a mis ici un petit clin d'œil. C'est vraiment une boîte à outils qui est intégrée. Donc, maintenant qu'on vous a présenté le contenu, on a le plaisir de vous dévoiler le contenant. On a organisé la boîte à outils comme une bibliothèque SharePoint. Donc, on souhaitait regrouper tous les outils au même endroit pour faciliter l'accès, l'utilisation. On voulait éviter la dispersion de l'information aussi. Donc, concrètement, là, ça va permettre de favoriser des pratiques plus concertées, cohérentes et efficaces auprès des personnes victimes, survivantes et auteurs de violences sexuelles et conjugales. Donc, je vais pouvoir arrêter le partage là, pour que ma collègue Geneviève puisse vous présenter la bibliothèque SharePoint. Donc, on se rend sur le site silaval.com. Donc, c'est un site web très simple. C'est une page d'accueil, en fait, qui nous indique là, un peu qu'est-ce que c'est cette boîte à outils, qu'est-ce qu'elle contient. Donc, je la défile comme ça pour vous montrer là, que c'est vraiment très simple. Encore une fois, on a ajouté l'accès à la vidéo du No Wrong Door si jamais vous aviez besoin de la retrouver. On vous dit un peu qu'est-ce qui est contenu dans cette boîte à outils-là. Et on présente aussi, on remercie surtout les différentes ressources là, qui font partie du groupe de travail, le GTT comme on l'appelle, de même que l'ensemble des membres du comité local d'intégration des services, ainsi que les coordonnées pour rejoindre Caroline et nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur quoi j'attire surtout votre attention, en fait, c'est que vous avez, en vous rendant sur ce site-là, les boutons verts. Là, il y en a à plusieurs endroits sur la page, donc pour accéder à la boîte à outils. Donc, je vais remonter en haut pour vous montrer. Donc, si, par exemple, c'est la première fois que je vais accéder à la boîte à outils, je dois demander un accès. Comment on a fonctionné pour s'assurer que ces outils-là sont vraiment utilisés par des personnes intervenants, intervenantes. Donc, on ne les a pas mis directement sur un site web ouvert à tous, au grand public. On veut garder quand même un certain niveau de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur SharePoint, qui fait partie de la suite Microsoft. Donc, le premier accès peut sembler quand même un peu compliqué, mais je vous assure, après ça, ça va être vraiment facile. Vous pourrez tout simplement garder dans votre barre de favoris l'accès au SharePoint directement, mais vous pourriez aussi tout simplement vous rendre toujours sur SI Laval puis appuyer sur Se connecter. Par exemple, moi, j'ai déjà l'accès. Donc, en cliquant sur Se connecter, j'arrive directement là, sur la page d'accueil. Donc, on revient un peu en arrière. C'est la première fois que je vais m'inscrire. Je vais demander l'accès à la boîte à outils des services intégrés du district judiciaire de Laval. Donc, on se rend sur silaval.com. On clique sur Accéder à la boîte à outils. On atterrit sur un formulaire très simple, Microsoft Forms. On démarre, puis on vient entrer nos informations. C'est des informations vraiment de base, donc prénom, nom de famille, pour qui vous travaillez. Si vous êtes en pratique privée, nommez-le aussi. C'est important, pratique autonome. Comme on disait, on veut se réserver le droit d'offrir cet accès aux personnes intervenants, intervenantes professionnelles. Donc, ici, c'est vraiment par curiosité. Donc, nous, évidemment, on travaille pour le district judiciaire de Laval, mais on avait envie de voir si notre boîte à outils allait voyager. Donc, vous pourrez sélectionner dans quelle région vous êtes. Donc, je ne vais pas plus loin. Là, vous allez voir, c'est très simple comme formulaire à remplir, une petite autorisation au niveau du partage des informations personnelles pour que l'on puisse vous donner accès à SharePoint. Et enfin,
Si vous voulez nous suivre là, pour rien manquer, dans le fond, des mises à jour, connaître les nouveautés, participer à certaines bonifications, certains questionnements, vous pouvez en profiter aussi pour vous inscrire à nos infolettres, nos partages, notre liste de contacts. Alors, concrètement, donc tout ça, une fois que vous remplissez votre formulaire, ça ne sera pas automatique. Donc, ça prend quelques heures, quelques jours avant que vous ayez une réponse parce que, comme on s'est dit, on veut s'assurer d'un certain niveau de sécurité. Donc, c'est Caroline et moi qui allons recevoir dans notre boîte courriel les demandes d'accès. Donc, en bon français, on va vous donner accès à la mitaine. Fait que ça se peut il y a certaines journées que vous ayez un retour très rapide, puis que ça se peut qu'à certains moments, il y ait un retour moins rapide pour vous donner accès. Donc, on vous demandera de la conciliance. Surtout, j'imagine, si on est à peu près 150 là, dans la salle actuellement, si les 150, vous vous inscrivez tout de suite après le webinaire, bien, on ne sait pas si vous aurez accès aujourd'hui même, mais on vous promet de faire au plus vite. Donc, comment ça va fonctionner ensuite? C'est que vous allez recevoir dans votre inbox, votre boîte de réception de courriel, une invitation qui vous donne accès, dans le fond, là, ça dit probablement comme Caroline ou les services intégrés, dépendamment de votre configuration aussi, ça peut un peu varier, là, vous invite à vous joindre à boîte à outils. Vous cliquez sur ce lien-là et là, ça va vous amener directement sur la fameuse bibliothèque. Donc, je vous dis tout ça pour vous le montrer une première fois, mais on a aussi créé de toute façon une procédure là, qui fait vraiment étape par étape ce que vous devez suivre, puis on vous l'enverra de toute façon après le webinaire. Donc, quand on atterrit sur le SharePoint, la bibliothèque, le coffre à outils, peu importe comment on l'appelle, la boîte à outils, donc on arrive sur une première page d'accueil où on retrouve différents onglets. Si vous n'avez jamais navigué sur un SharePoint Microsoft, donc c'est assez simple, il y a ici les principaux onglets pour accéder au contenu qui est à l'intérieur de ces bibliothèques-là. Les mêmes onglets se trouvent aussi à peu près là, à mi-parcours. Et encore une fois, on fait l'autopromotion. Vous avez accès à la vidéo du No Wrong Door, de même pour rappel de ce que c'est le Natron. Et encore une fois, les coordonnées pour rejoindre Caroline. Vous pouvez également ici vous abonner à la liste de contacts services intégrés. Quand on navigue, donc on essaie de rendre ça le plus clair possible. Donc, le bouton d'accueil nous amène à cette page-ci. Il y a un onglet pour aller directement trouver des outils pratiques, un onglet pour trouver des ressources partenaires, puis un onglet pour mieux comprendre les services intégrés. Par exemple, si on navigue vers trouver des outils pratiques, on atterrit dans cette bibliothèque. Donc, il y a certains fichiers qui sont seuls à eux-mêmes, qui sont autosuffisants. Il n'y a pas besoin d'avoir, par exemple, un protocole. Donc, elles sont directement. Et elles sont aussi fichées là, avec de l'information, métadonnées là, pour faciliter la navigation. Par exemple, si on choisissait le dossier consentement pour le référencement personnalisé, bien, le formulaire en tant que tel, c'est celui qu'on tantôt on vous a présenté là, avec Caroline, mais il est accompagné également de sa procédure et de son protocole. Donc, c'est facilement identifiable grâce aux informations à la colonne de droite. Et ainsi de suite, dans le fond, là, tout au long, dans les différentes bibliothèques, là, vous avez des informations comme ça. Si on se dirige vers ressources partenaires, donc pour l'instant, on a le portrait des services, mais on sait probablement qu'il y aura d'autres outils qui seront développés au fil du temps. Et même chose, donc, si on se trouve vers mieux comprendre les services intégrés, bien, on a un paquet là, d'outils qui sont là. D'ailleurs, je vous pointe une série de capsules qui nous expliquent ce que sont les services intégrés. On ne vous les a pas présentés aujourd'hui, mais vous y avez accès ici. Je pense que je fais le tour avec ce qui doit être, comment ça se passe là, la première fois qu'on prend le chemin pour se rendre à la boîte à outils.
Ça se peut que ça bloque. Donc, si de votre côté, vous n'êtes pas capable d'accéder au site silaval.com, une des solutions, c'est de voir avec votre service de TI, donc les techniciens informatiques. Tu sais, je pense notamment au service de police, tout ce qui est institutionnel, là, tu sais, qu'il y a des pare-feux parfois qui sont très capricieux, donc le CIS, la police, le DPCP. Donc, si votre pare-feu vous empêche d'accéder à ce site-là, vous pouvez faire la demande à votre soutien de technicien informatique. Si c'est compliqué, ça ne marche pas, vous n'êtes pas capable, ben, vous pouvez tout simplement nous écrire directement à Caroline ou moi. Puis, on a découvert un petit passe-passe là, pour vous ajouter là, manuellement là, sans faire le grand détour. Donc, on essaiera de vous ajouter comme ça là, pour pas. Oui, je merci pour les réactions qui sourient. Il y en a qui se reconnaissent, j'imagine. L'autre chose, on s'est dit qu'on allait faire ça individuellement, un à la fois. On vous a demandé d'être conciliant, ça peut prendre quelques jours, mais ça ne prendra pas une semaine, 2 semaines. Là. C'est pas normal si ça prend tout ce temps-là. Donc, peut-être aller vérifier votre boîte courriel, là, le junk mail, ou si vraiment vous ne nous trouvez pas, ben, appelez-nous, écrivez-nous. Là, c'est pas normal que ça prenne autant de temps. Est-ce que j'oublie quelque chose, Caroline, par rapport à ça? Je pense pas, hein? Non, Donc, peut-être juste remettre l'emphase sur le courriel professionnel qui est nécessaire. oui, merci, exactement. Donc, une des façons, on disait qu'on voulait s'assurer de ne pas distribuer tous ces outils-là au grand public. Il y en existe des outils pour les personnes du grand public. C'est parfait. On en fait aussi à la table, mais vraiment, cette boîte à outils-là s'adresse aux personnes intervenantes, professionnelles. Donc, une des façons de garder l'espèce de protection, comme on vous disait, à travers la suite Microsoft Office, c'est notamment autant que possible d'utiliser votre courriel professionnel. Si vous n'en avez pas pour X, Y raison, que vous utilisez un Gmail, un Hotmail, autre chose, bien, assurez-vous d'avoir bien écrit de l'information dans le formulaire pour que Caroline et moi, quand on fera l'analyse du dossier, c'est pas une grande analyse, là, mais quand on fera l'analyse du dossier, on comprenne là, que vous êtes une personne qui intervient, qui est acteur, actrice du milieu. Puis sinon, ben, on vous contactera là, pour prendre contact puis bon, tirer tout ça au clair. Donc, cette diapo-ci, en fait, c'est un peu la démarche qu'on vient de faire ensemble. Donc, on a accédé au site, on a rempli le formulaire, on reçoit par SharePoint une invitation automatisée. Vous confirmez votre accès et là, ben, vous arrivez à explorer là, toute la boîte d'outils qui continuera d'être bonifiée au fil du temps. Et voilà. Donc, après la rencontre d'aujourd'hui, les personnes qui se sont inscrites au webinaire vont recevoir automatiquement par courriel d'ici les prochains jours la présentation PowerPoint qu'on vous présente aujourd'hui même, la procédure pour accéder, faciliter votre accès à la boîte à outils et le lien directement là, vers la vidéo du No Wrong Door sur YouTube. Tout ça, c'est de toute façon aussi déjà accessible dans la boîte à outils. Fait comme on disait, là, tout est intégré, donc c'est pas juste, c'est pas un addon, là, tout est pensé pour être intégré comme ça. Un rappel de l'adresse du site web, donc silaval.com, et vous avez également accès là, au code QR pour vous inscrire à notre liste de contacts pour rien manquer là, des nouveautés, des événements, des mises à jour, etc. Alors, juste avant de passer à la période de questions, la période d'échange, c'est important pour nous quand même là, de prendre le temps de reconnaître, de remercier toutes les personnes là, qui sont impliquées de près ou de loin à la réalisation du projet pilote d'intégration des services, puis aussi à l'événement de cet après-midi. Donc, un merci au gouvernement du Québec et au CIS de Laval, notamment pour le soutien financier. Merci à nos collaborateurs, hein, on l'a nommé tantôt, la coop Lilo pour la facilitation graphique. Mon Dieu, pardon. Facilitation graphique. Puis un gros merci aussi à Marc-André de MapTech qui nous a permis là, de mettre en place ce système-là pour économiser beaucoup de frais, de trouver une façon qui est simple, qui est facile d'utiliser, qui est pérenne, puis qui est quand même sécuritaire à travers Office. Donc, si vous cherchez un TI, gang, c'est une très bonne référence. Je ne suis pas gênée de le nommer. Donc, un gros merci à Marc-André. Il n'est pas là, mais j'envoie mes vibrations pour le remercier.
Évidemment, à tous les membres du comité local d'intégration des services et surtout les membres du GTT. Donc, un énorme merci pour votre confiance, pour votre mobilisation, votre engagement, votre bonne humeur, votre dynamisme. C'est vraiment très nourrissant de travailler avec des gens qui ont le cœur à la bonne place. Donc, merci pour ça. Un énorme merci à Cynthia Lafleur. Je savais qu'elle allait faire une belle prestation quand on lui a demandé son intérêt pour le faire, mais encore une fois, très touchant ton message, Cynthia. Puis merci pour tout ton engagement, ton implication. Te lasse jamais et c'est vraiment admirable. Puis c'est un privilège de travailler avec toi. Donc, merci, Cynthia. Un grand merci au conseil d'administration et à l'équipe de travail de la table de concertation. Faites un travail immense. Merci beaucoup. C'est aussi, j'ai beaucoup d'admiration en fait pour mes collègues et les gens qui travaillent avec autant de passion au jour le jour. Donc, merci beaucoup. Je tiens à souligner, puis là, elle ne savait pas que j'allais faire ça, puis elle n'aimera pas ça, mais je tiens à souligner le travail incroyable de la coordonnatrice des services intégrés, Caroline Boucher-Fournier. Caro, qui est là depuis un peu plus qu'1 an, mais on dirait qu'elle est née là-dedans. Donc, elle fait très bien son travail. Elle a un côté humain incroyable, une grande sensibilité. Elle est rassembleuse, très bonne communicatrice. Donc, vraiment, merci, Caro. Puis, je te lève mon chapeau, sincèrement. Et donc, on va pouvoir passer. Ben, mon Dieu, le plus important, c'est écrit là, c'est écrit en plus. Surtout, merci à vous, toutes les personnes qui sont présentes, qui ont pris de leur temps cet après-midi. On sait combien vous êtes occupés. C'est une grosse période, c'est les AGA, c'est les rapports d'activité. Donc, merci d'avoir pris le temps. Merci pour votre curiosité, votre soutien, puis votre désir, en fait, de rendre le monde meilleur. Donc, merci pour votre présence.